Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de l'enregistrement de Yves Collin, réalisé le 30 mars 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. Le 30 mars 2009, à Fleurac, M. Yves Collin. Et Mireille lui-même, a-t-il été dans le camp ? Est-ce que vous l'avez vu à Durestal ? Comment ? Est-ce que vous avez vu Mireille à Durestal ? Si j'ai vu Mireille à Durestal ? Oui. Ah ben oui, à un moment, il était en permanence. Parce que il a été presque arrêté quelquefois. Il s'en est tiré de justesse. Sa femme, d'ailleurs, a été arrêtée. Ses enfants réfugiés, ses enfants qui avaient 2 ou 3 ans, pas plus, réfugiés chez les paysans. Alors, lui, il s'était fait teindre les cheveux et la barbe et la moustache, et il était resté en permanence au camp. Il s'éloignait que pour des coups de main ou... Et est-ce que vous avez connu Monsieur Larue ? Monsieur Larue, oui, le père Larue, je pense bien, oui, je l'ai connu. Tout le monde le connaissait, et les gens qui voulaient rentrer dans le maquis n'avaient qu'à demander à Saint-Albert, allez voir le père Larue. Et ce qui est curieux, jamais il n'a été arrêté. Et est-ce que vous savez pourquoi le site a été choisi à Durestal et qui l'a choisi ? Alors, le site du Restal a dû être choisi par Monsieur Larue, sans doute, qui connaissait bien le secteur parce que c'était un chasseur de sangliers. Et alors, il connaissait très bien la région. Et alors, pour installer un maquis, il fallait d'abord un point d'eau, et puis une assez grande étendue de bois pour se camoufler. Et comme il y avait déjà des cabanes, c'était le lieu parfait. Et vous savez comment M. Larue et M. Goldman ont été en contact, se sont connus ? Oh, ça, vous savez, c'est des trucs que personne ne racontait beaucoup d'histoires à ce moment-là. On cherchait à en dire le moins possible. Et quand est-ce que vous avez quitté Durestal ? C'était à quelle période de l'année ? Vous en avez le souvenir ? Eh bien, on a été attaqué par les GMR d'abord, à Durestal. Alors, c'est le second de Goldman, Bramson, qui est allé au-devant des GMR, escorté de 2 camarades à moi, d'anciens marins, tenant chacun une grenade dégoupillée dans chaque main. Alors, ils se sont présentés, un tel capitaine des GMR, un lieutenant Bramson, etc. Et alors, Bramson a dit à l'officier, voilà, si vous avancez seulement de 50 mètres, il y a des gars partout, ils vont vous tirer dessus. Alors, l'attaque a été annulée. Et alors, le capitaine avait dit, voilà, on vous donne 48 heures pour partir. Alors, on est parti quelque temps après, quoi. Bien au-delà des 48 heures. Et alors, on est allé, là, au camp du Tauriac, dans la Double. Et alors, je me souviens que, comme j'avais participé au dernier déménagement du camp, je suis parti à pied avec un groupe d'une 15aine, les autres étant partis en camion. Alors à pied, pendant la nuit, comme on n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits, dès qu'on s'arrêtait, on s'endormait. Alors il fallait après secouer les copains pour repartir. Alors quand on est arrivé au Maine du Puy, le jour se pointait. Et alors on était complètement épuisés, on traînait la patte. Alors on s'est dit voilà,
ou bien on contourne le village, mais ça nous fait 3 kilomètres de plus, ou bien on traverse le village, mais si on traverse le village, il faut le traverser au pas cadencé. Alors, un autre dit, bon, si on traverse le village, il faut, au pas cadencé, il faut aussi chanter. Alors, on a traversé le village au pas cadencé en chantant la Madelon. Alors, comme discrétion, c'était parfait, ça. Et alors, Goldman a été arrêté dans les jours suivants. Et l'attaque d'Hymen Dupuis a eu lieu 2 jours après. Alors là, on a été arrêté. Il y a eu des morts et des blessés. Il y a eu, comme blessés de notre côté, il y a eu Léo Béras et Martin. Et alors, 2 Géorgiens, dont l'un s'est suicidé. Un autre qui s'est évadé, qui était blessé sans doute et qui s'est évadé et qui est mort tout seul, qui a été trouvé quelques jours après. Et alors les Géorgiens qui ont été arrêtés avec nous ont été livrés aux Allemands et fusillés. Vous pouvez parler de cette attaque ? C'était quelle date ? Alors l'attaque c'était le 3 novembre 43, à 10h du matin. Et alors, il y a un camarade qui avait été envoyé en corvée d'eau. Alors, il revient tranquillement et il dit, voilà, j'ai vu des camions pleins de GMR, il y en a plusieurs centaines, on va être attaqués. Alors, on s'est mis en position et on a envoyé 4 parlementaires pour essayer de faire ce qui s'était passé déjà à Durestal, pour essayer d'annuler l'attaque. Mais comme ils étaient déjà plus nombreux que nous, ils ont commencé à tirer en se protégeant derrière comme un bouclier, nos 4 camarades menottés. Et alors ils nous tiraient dessus. Et alors on ne pouvait pas tirer sur eux, étant donné qu'il y avait les camarades en face. Alors on a été obligé de se rendre. Et que s'est-il passé à partir de là ? Alors là, on nous a emmenés d'abord à la caserne des GMR. Alors, ce qui est plutôt curieux, c'est que cette caserne des GMR, c'est là, à l'école où mon père avait été professeur. Et alors de là, on nous a amenés à la prison Belleheim. Mais comme j'habitais rue Belleheim, j'habitais à 50 mètres de la prison, je connaissais tous les gardiens de vue. Alors on n'était pas si mal que ça, on chahutait les gardiens tant qu'on pouvait, on chantait. Quand on voulait obtenir quelque chose du gardien-chef, on se mettait tous aux fenêtres et on chantait tout ce qui nous passait par la tête, des chants patriotiques, des cantiques, des chansons paillardes, tout y passait. Et alors, quand ça dépassait un peu les bornes, le gardien-chef arrivait, alors on posait des conditions. Et alors on avait décidé, on avait obtenu que le jour de Noël, le soir de Noël, à minuit, ils nous portent le café. Et alors, en prévoyant de s'évader ce jour-là. Mais ce jour-là, on n'était pas prêts, il n'y avait rien de... Alors on a remis la chose au réveillon, parce qu'on devait faire un réveillon le 1er janvier. On a repoussé la chose donc au réveillon du 1er janvier, mais on nous a amenés à Limoges le 31 décembre pour être jugés, ce qui fait qu'on n'a pas pu s'évader. Vous avez été jugé à Limoges ? Comment ? Vous avez été jugé à Limoges ? Vous pouvez en parler du jugement de Limoges ? Vous pouvez parler du jugement de Limoges ? Que s'est-il passé à Limoges ? À Limoges, on a été jugé. Et alors, on était défendus. On avait un avocat débutant pour 5 ou 6.
Alors moi j'avais comme avocat un copain que j'avais connu au lycée de Périgueux, qui était jeune avocat, qui s'appelait Rapnouille. Alors il m'a dit voilà, les choses sont prévues comme ça sera 1 an, 5 ans et 10 ans de prison. Alors ceux qui ont été jugés comme n'ayant pas participé à l'attaque ont eu 1 an. Alors ceux qui étaient tireurs au fusil mitrailleur, comme moi, on a eu 5 ans. Alors 3 qui avaient été repérés au coup de main de Fautré ont eu 10 ans parce que déjà ils s'étaient connus. Et un seul n'a eu que 6 mois, Pierre Bourlan. Il n'a eu que 6 mois parce qu'il arrivait au maquis ce jour-là, venant de chez lui, et il a cherché à agir comme parlementaire, et alors ça lui a valu de n'avoir que 6 mois. Ce qui lui a permis, il a été libéré avant que les Allemands nous enlèvent à la centrale d'Aix. C'était un tribunal civil français qui vous a jugé. Oui, c'est les Français qui nous ont jugés. Et ensuite, vous avez été incarcéré où? Et alors, de Limoges, on nous a emmenés à Aix, à la centrale d'Aix, à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et alors, on a participé, bien sûr, à la révolte du 19 février, à la suite de laquelle on a eu 12 fusillés. Que s'était-il passé à cette révolte? Vous pouvez en parler? Alors, je me souviens très bien, moi, puisque j'ai un peu participé. Il y a eu une visite du chef de la prison, qui était un milicien notoire, un nommé Chivot. Alors, il y avait une visite de la prison accompagnée d'inspecteurs venus d'ailleurs. Et alors, on n'était pas au courant, nous, de la révolte, parce qu'on n'était là que depuis quelque temps. Et alors, les camarades qui avaient prévu la révolte avaient bien organisé. Et alors, le chef Chivot arrive avec toute son escorte. Il nous dit asseyez-vous. Alors, on s'assoit. Moi, je joue aux échecs avec un camarade. Et puis, on entend tousser. Et alors, quand je me suis retourné, Chivot et toute sa clique étaient par terre, ligotés. Tout s'était passé en quelques secondes. Et alors, à la suite de ça, bien sûr, il y a un homme Stern qui était un des chefs de la révolte, qui nous dit voilà, est-ce qu'il y a des volontaires pour aller chercher les armes à la salle d'armes. Alors, moi, avec un camarade, un nommé Ferry, qu'on appelait Sacco, on se porte volontaire. Alors, on est allé chercher les armes. C'est-à-dire que, en réalité, on n'y est pas allé parce qu'il fallait traverser un secteur où les GMR nous tiraient au fusil mitrailleur au niveau des jambes. Alors Stern nous dit, bon, attendez là, des copains ont essayé d'y aller de l'autre côté. Alors, les copains ont essayé d'y aller de l'autre côté. Alors, on a trouvé des armes. Les seules armes qu'on a trouvées, c'était quelques lebels plus ou moins entiers, avec des baïonnettes. Il y avait quelques mousquetons. Et il y avait un chasse-peau de l'armée napoléonienne. Et alors, moi je m'arme d'un lebel avec une seule cartouche. Et mon copain Ferry, d'un lebel sans cartouche, mais avec une baïonnette. Mais on n'a servi à rien qu'à monter la garde aux portes, quoi. On n'a pas... Parce que les autres étaient bien organisés, ils avaient déjà des mitraillettes qui étaient entrées clandestinement. Et alors, vers, je sais pas,
au petit matin, là, je suppose 2 heures ou 3 heures du matin, il a fallu capituler. Parce que, voilà ce qui s'est passé. On était prêt à sortir. Il faisait encore jour, c'était 4 ou 5 heures de l'après-midi. Il y a une corvée de droit commun qui venait d'ailleurs, portant des matelas, de la literie, et qui se sont trouvés au moment où on allait sortir. Alors il y a eu un mouvement quelconque, ou des cris, et les gardiens se sont aperçus. Ce qui fait que ça a été stoppé là, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Et à partir de ce moment-là, les copains qui étaient armés ont essayé de passer. Alors il y a eu des blessés. Alors les GMR lançaient des grenades depuis leur mirador. Il y a des camarades qui ont essayé d'escalader les miradors, qui ont été blessés. Alors tous ceux qui ont été blessés, bien sûr, ont compté après parmi les fusillés, parce que ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'y étaient pas. Alors il y a eu 12 fusillés par des Français. Alors si on réfléchit bien, chaque fusillé avait droit à un peloton de 6 hommes. Alors comme ils étaient 12, 6 fois 12, 72. Plus ceux qui commandaient le peloton, plus l'officier qui donnait le coup de grâce. Il y a 80 GMR qui ont fusillé. Et après cette révolte, les conditions de vie ont-elles été plus dures pour vous à la centrale d'Aïs? Oui, alors on a été beaucoup plus brimés. On ne pouvait sortir du préau que 3 par 3, à condition d'avoir une raison, c'est-à-dire d'aller au cabinet qui était en face. Mais il ne fallait pas d'attroupement, il ne fallait pas... Alors, au lieu des récréations, comme ça se passait autrefois, on nous faisait faire le tour de la cour au parc à danser pendant 1 heure, avec un gardien qui nous criait gauche, droite, en sabots, parce qu'on avait des sabots. Vous étiez nourri correctement? Ah ben, nourri correctement, non. Le pain était bon, le fromage aussi, parce que c'était du roquefort en général, comme les Allemands n'en voulaient pas, ça a échoué aux prisons. Alors, on avait droit à un roquefort 1 fois par semaine, mais la plupart du temps, c'était le même menu pendant 1 mois. Par exemple, des poireaux, à l'époque des poireaux, salade de poireaux pendant 1 mois, après du fenouil pendant 1 mois, et puis quand il n'y avait plus de légumes, c'était des vesses. Des vesses qui ressemblaient plus à des chevrotines qu'à des petits pois. Les conditions de vie étaient-elles dures en définitive à Aïs? Est-ce que vous en avez souffert? Souffert, oui, physiquement et moralement, bien sûr, parce que on n'était pas en pleine forme, quoi, forcément. Et alors, au mois de mai, les Allemands nous ont amenés. La division d'Asreich, qui se trouvait à l'époque à Villeneuve, nous a embarqués à la gare de Penne, direction le camp de Royal-Lieu à Compiègne, et de Compiègne, après un autre voyage via Dachau. Et alors à Dachau, on est resté dans un camp de quarantaine pendant quelques jours, et puis après on nous a envoyés, moi personnellement avec d'autres copains, dans un commando à Landsberg à côté de Munich. Alors un commando, c'était pas le plus mauvais d'ailleurs, c'était des terrassements destinés
a continué un camp d'aviation. Ils allongeaient un camp d'aviation pour permettre aux premiers avions à réaction d'atterrir là. Alors on devait allonger la piste de 500 mètres. Alors chaque fois que c'était presque fini, les Américains venaient bombarder. Ce qui fait que le camp n'a jamais été utilisé à l'époque. Vous vous souvenez de votre arrivée à Dachau? C'était à quelle période de l'année? Alors c'était au mois de juin. Et alors je me souviens de l'arrivée. Je me souviens avoir vu les portes du wagon s'ouvrir. Et je ne me souviens pas du trajet qu'on a fait. J'ai marché avec les copains m'ont dit tu as marché avec nous, mais j'ai un trou de mémoire, je n'ai repris ma mémoire qu'arrivé au camp. Alors ce trajet que les copains m'ont décrit, je ne l'ai pas en mémoire. Vous êtes resté à Compiègne longtemps? Une quinzaine de jours à Compiègne. Et alors, quand les Allemands nous ont embarqués à Heiss, le chef du camp, Chivot, avait donné le nom de 12 camarades pour être comme otages, en attendant, et pour les faire tabasser. Et alors, il y en avait un qui s'appelait Corbin. Et alors, un interprète allemand passe dans les rangs, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Colin. Comir, alors, il m'a embarqué. Et alors, on me met à plat ventre face au mur avec les 12 autres. Seulement, heureusement, les Allemands sont très organisés. Ils en avaient un de trop. Ça aurait été en France, un de plus ou de moins, bon, on s'en fout. Mais les Allemands, c'est déjà organisé. Alors, il y en avait un de trop, il a fallu savoir qui c'était. Et il se trouvait que c'était moi. Alors, bon, on m'a éjecté, mais en traversant la cour, les autres Allemands, les jeunes SS de 17 ans, s'imaginaient que je m'étais camouflé quelque part et puis qu'on m'avait sorti de là. Alors, j'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, et pour finir, un coup de mitraillette sur la tête. Un coup de crosse. Alors ça s'est mis à saigner, bien sûr, ça saignait très fort. Et alors, un jeune SS à côté de moi, qui me dit en excellent français, « Mets-toi là, moi je te ferai pas de mal ». J'ai toujours supposé que c'était un Alsacien qui était engagé de force. J'ai pas posé de questions, c'était pas bien le moment, mais j'ai toujours supposé que c'était un Alsacien. Et les conditions du voyage d'Eiss à Compiègne étaient-elles difficiles? C'est-à-dire on a eu surtout très soif et très chaud. Mais je crois que le suivant, entre Compiègne et Dachau, a été pire. Parce qu'à un moment, d'abord on ne pouvait pas s'asseoir, on était debout. On était debout, serrés comme des sardines. Alors il faisait une chaleur terrible. On manquait d'air. Et alors, vers la fin du voyage, j'avais réussi à m'asseoir. Et alors, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui se met à haleter. Et puis c'était moi qui haletais. J'ai mis un moment pour m'en rendre compte. Alors, il se trouvait que le gaz carbonique avait envahi le fond du wagon et que tous ceux qui étaient assis, il n'y en avait pas de couchés, heureusement, parce que ça aurait été pire. Tous ceux qui étaient assis ne pouvaient plus respirer. Alors, il a fallu... Alors, on a voyagé pendant 3 jours et 3 nuits debout. Et alors, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 morts. Mais le voyage suivant, avec des anciens d'Eiss aussi, au mois de juillet, un convoi où il y avait 2000 détenus, il y a eu 900 rescapés. Alors, on les a vus arriver, on était encore à Dachau, les vivants portant les morts, et ils en ont fait des tas au milieu d'une cour, et ils ont versé de la chaux vive dessus, et après le bulldozer s'est chargé la pelle mécanique s'est chargée de charger ça sur les camions.
Vous êtes resté combien de temps à Dachau avant de se rendre à ce commando? À Dachau, peut-être 15 jours, peut-être 3 semaines, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Et alors on nous a envoyés dans un commando à Landsberg, qui était donc destiné à ce camp d'aviation. Là, on faisait des terrassements. Et on était environ 300. Et c'était pas le plus pénible des commandos. C'était dur parce que c'était le climat est assez dur là-bas. Et puis les terrassements depuis le lever du jour jusqu'au soir à la nuit. Alors c'était pénible, mais enfin il y avait du bon air. Et alors on grattait tout ce qu'on pouvait, les pissenlits. Quelquefois en passant à côté d'un champ de colza, on faisait suivre des graines et on mâchait ça comme du chewing-gum. On arrivait quelquefois en rampant à trouver des silos de patates autour du camp. Alors on faisait suivre quelques patates. Mais enfin quand même le régime était plutôt réduit. Et alors on était gardé à Landsberg, on n'était pas gardé. Il n'y avait que le chef de camp qui était SS, mais on était gardé par des vieux vétérans de la Wehrmacht, qui la plupart d'entre eux avaient fait la guerre de 14. Même quelques-uns avaient leur fils à la guerre. Alors leur morale n'était pas très... Et alors il y avait des civils qui s'occupait du chantier, notamment le chef de chantier qui était un homme merveilleux. C'était un civil bavarois, c'était le contremaître du chantier, qui avait 3 fils à la guerre, donc son moral n'était pas très bon. Et alors il était bon avec nous, il était merveilleux. Quand personne l'observait, il nous disait « Langsom, lentement ». Et alors un jour, il a été amené par la Gestapo, parce qu'il avait probablement tenu des propos. Seulement, il se trouvait qu'il n'y avait personne au chantier pour le remplacer. Alors ils l'ont relâché tout de suite. Alors, à la fin de notre séjour à Landsberg, on avait reçu quelques colis. Alors on avait fait des collectes de cigarettes pour lui donner, pour le remercier. Alors aux environs de Pâques, on nous a évacués de Landsberg, direction un petit camp, le camp de Kofrin, où on s'est aperçu que là on devait nous fusiller. Le lendemain, ils nous font asseoir dans la cour, en nous disant, voilà, on va passer parmi vous, prendre vos noms pour vous confier à la Croix-Rouge. On n'était pas dupes, parce qu'en face, il y avait 2 mitrailleuses. Et ça s'est trouvé au moment où Hitler s'est suicidé. Alors on a vu des officiers arriver, les uns gesticulant, etc., probablement pour arrêter l'hécatombe. Et alors on a toujours supposé que ce jour-là, on avait échappé belle. Alors on nous a évacués vers le Kandalak, à pied. Alors il y avait parmi nous des juifs polonais qu'on avait pour compléter le convoi, ils avaient mis ça avec nous, qui étaient complètement épuisés, qui ne pouvaient plus marcher. De temps en temps, derrière, on entendait un coup de pistolet, c'était un SS qui abattait un traînard. Mais nous, on était encore assez valides, on a presque tous réussi à marcher jusqu'au bout, au Kandalak. Alors on est arrivé au Kandalak la veille de la libération. Alors en arrivant au Kandalak le soir, bon, pas de baraquement pour nous accueillir, on a dormi au milieu de la cour. Et alors les Allemands tiraient au canon par-dessus le camp et les Américains tiraient sur les Allemands par-dessus le camp. Et alors je me suis endormi au son du canon et j'ai dormi comme un sourd. Et le lendemain, en me réveillant, je dis aux copains, tiens, voilà, qu'ils remettent ça.
Et les copains me disent, mais tu n'as pas cessé de dormir. J'avais dormi, j'avais même pas entendu le canon. Et alors, entre 8 heures du matin et 10 heures, il y a eu le calme plat. On n'a plus vu, rien entendu. Et puis vers 10 heures, on voit une Jeep américaine avec 4 bonshommes dedans. C'était les éclaireurs de l'armée américaine. C'est la seule. Et on n'a pas vu arriver une armée entière, hein. On a vu 4 hommes. Et c'était la libération. Ils ont été accueillis, bien sûr, comme on se doute. De résistants est déporté en Dordogne le 30 mars 2009 à Fleurac chez M. Collin, suite de l'entretien. M. Collin, vous expliquez que des Américains étaient arrivés avec une Jeep pour libérer le camp où vous étiez. C'est bien cela? Oui, alors on a vu arriver cette Jeep avec 4 hommes à bord, et puis c'est tout. C'est tout ce que je sais de la libération. Et alors après, bien sûr, le gros de l'armée est arrivé. Alors, ils nous ont gardés encore une quinzaine de jours. On n'avait pas le droit de sortir du camp. Et même une sentinelle, une fois, avait tiré sur des copains qui essayaient de sortir, en blessant un. Et alors après, ils nous laissaient sortir. Mais quand on revenait, ils regardaient bien ce qu'on ramenait. Et si c'était des patates, ça allait. Mais au cas où on aurait amené des armes ou des bijoux, on ne sait pas quoi. Alors là, mais enfin, en général, c'était des patates ou tout ce qu'on pouvait mettre sous la dent. Alors là, ils nous laissaient passer. Et alors, un jour, je suis sorti avec un camarade aussi pour essayer de trouver des patates. Et alors, on a traversé les usines de la BMW qui étaient complètement en ruine. On est tombé sur 2 sentinelles américaines, non, canadiennes. Alors, le copain qui était avec moi, il avait entendu dire que j'avais fait de l'anglais au lycée. Il me dit, dis donc, toi qui connais l'anglais, explique-toi avec eux. Mais mon anglais, moi, je l'avais déjà à moitié oublié. Alors quand j'ai voulu bafouiller en anglais, ils se sont mis à rire comme des fous et ils nous ont dit allez, passez. Ils savaient très bien qu'on était là pour aller chercher quelques patates. Et alors après, la Croix-Rouge américaine est arrivée avec des belles petites infirmières blondes avec des casques qui nous ont badigeonnés avec du DDT partout, parce qu'il y avait des poux, et qui nous ont piqué contre le typhus. Alors après ça, on nous a envoyés sur le lac de Constance, dans l'île de Reichenau, pour nous mettre à l'engrais. Alors là on était aux mains des Français, alors. Alors, dans l'île de Reichenau, on y est resté là une quinzaine de jours, peut-être plus, je ne sais pas, en nous nourrissant de grillades, pâtes de fruits et laitage. Ce qui fait que quand je suis rentré chez moi, ma mère s'attendait à voir arriver un cadavre, et j'étais plus gros que quand j'étais parti. Et quand est-ce que vous êtes revenu en France? Alors, j'ai été rapatrié au mois de juin, fin juin. Fin juin, alors la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de m'enrhumer, alors que j'avais passé toute ma déportation sans un rhume. Vos parents étaient prévenus de votre arrivée? Oui, alors j'avais le lendemain de la libération, des camarades du camp ont organisé la correspondance. Alors ils nous ont fait passer des papiers où on décrivait la libération. Je suis libéré tel jour, je suis en bonne santé, etc. Et alors ces papiers ont été confiés à la Croix-Rouge et ma mère a reçu ce papier bien avant que j'arrive. Ce qui fait qu'elle savait que j'étais en bonne santé et que j'allais arriver.
C'était en juin 1945, c'est ça? Il faut que je signale une chose. Au camp de Landsberg, j'étais avec Charpak, qui a été prix Nobel de physique en 1990. Et Charpak était avec moi à Hayes et à Landsberg. Et il nous a servi d'interprète à un moment. Et après, il est devenu prix Nobel de physique. À l'époque, il n'avait que 19 ans, alors il était encore étudiant. Vous savez pour quelle raison il avait été emprisonné? Alors, il n'a pas été arrêté comme juif, parce qu'il était juif d'origine. Il a été arrêté comme résistant dans le midi de la France. Comme personnalité, là, qu'il y avait le révérend père Riquet, il y avait Georges Briquet, commentateur à la radio, il y avait pas mal d'anciens, des généraux, des députés, qu'on tutoyait comme les autres. Et lors de votre... Et à Dachau, est-ce que vous avez conscience, lorsque vous y êtes passé, de ce qui s'y passait? Est-ce que vous en avez pris conscience? Mais pas tellement, parce qu'on n'y est pas resté assez longtemps. On était là en quarantaine, quoi, en attendant un autre camp. Vous saviez qu'il y avait des fours crématoires à Dachau? Vous l'avez vu? Ah oui, parce que les capots, quand on est arrivé, il y a un capot qui nous dit, voilà, ici c'est l'entrée en nous montrant la porte d'entrée, et là-bas c'est la sortie en nous montrant la cheminée du four crématoire. Alors on savait qu'il y avait un four crématoire, mais on se disait, bon, mais il y a des malades forcément qui meurent et puis on les brûle. On ne trouvait pas ça, on ne savait rien finalement là. Et dans le commando dont vous parliez tout à l'heure, vous avez souffert de la faim? À Landsberg? Oui. Oui, mais c'était pas le pire des commandos, parce qu'il y en a eu de très pénibles. C'était pas pire parce que on avait d'abord des civils qui travaillaient avec nous et qui étaient assez gentils. Et on était gardés par des vieux soldats de la Wehrmacht qui avaient fait la guerre de 14. Alors, ils n'étaient pas... c'était pas des vrais nazis, ceux-là. Ils subissaient plutôt la chose. Et vous avez une anecdote au sujet de la nourriture et des choses que vous racontiez? Au sujet de la nourriture, il se trouvait qu'à Landsberg, aux environs de midi, il y avait un petit calme, une trêve. Alors, on en profitait pour s'appuyer sur la pelle et puis rêver un peu à ce qu'on pouvait manger. Alors, j'avais un camarade du Périgord. Alors, je le voyais penché sur sa pelle. Je dis à tous les coups, tiens, il pense à bouffer. Alors, il a vu que je le regardais. Et il me dit en patois, Minzoria pas une bonne frétiche. Alors, les camarades qui étaient à côté, qui ne connaissaient pas le patois, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a dit ça et ça. Ah, comment tu fais ça? Bon, mais tu prends un crouton de pain, tu frottes d'ail, tu mets du lard autour, et puis tu trempes dans le sel. Alors, le lendemain, il me dit, Minzoria pas une bonne chiette de monzetta de la cudena bien pebrada? Tu mangerais pas une bonne assiette de haricots avec des coines bien poivrées? Alors les autres, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais ça? Alors il a fallu expliquer la recette. Alors c'était devenu une tradition. Tous les jours, aux environs de midi, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, bon, les Niçois, c'était la cade niçoise, la paella, tout ça. Et alors, le fin du fin, c'était la fondue savoyarde racontée par Servoz, un Savoyard. Alors il fallait tout un tas d'ingrédients, ça n'en finissait plus. Et on la lui faisait raconter tellement souvent qu'on la connaissait par cœur.
Alors quand il oubliait quelque chose, on lui disait « Ah, tu as oublié ça, tu as oublié ça ». Et alors, après, pour corser la chose, on prenait l'apéritif. Alors on faisait semblant de prendre l'apéritif. Alors, qu'est-ce que tu prends? Moi, ça sera ça, moi, ça sera ça. Alors, avec la main en forme de gobelet, et un qui faisait semblant de verser, alors on trinquait, à ta santé, à ta santé. Alors, c'était un moment de bonheur, quoi. On peut dire que c'est ce qui vous permettait de tenir? Comment? Est-ce qu'on peut dire que c'était ce qui vous permettait de tenir? Ben oui, parce que malgré tout, le tempérament français est un tempérament assez gai. Et on est insouciant, gai et léger. Alors, quand ça allait pas trop mal, le moral remontait. Quand on se trouvait devant un mur avec le soleil qui nous réchauffait, on se trouvait bien. Parce que tout est relatif. Et dans les pires cas, quand il y a un mieux, eh ben c'est presque le bonheur. Et à votre retour en France, qu'avez-vous fait? Vous avez repris une activité? Ah, j'ai tout de suite repris les activités. Je me suis embauché comme je suis allé faire un stage d'arboriculture dans le Bergeracois, chez Hermann. Alors, j'y suis resté 2 ans, là. Et puis après, j'ai travaillé comme arboriculteur du côté de Montcarré. Et puis après, je suis parti à Moissac comme conseiller technique dans des vergers. Jusqu'en 60, en 1960, je suis revenu en Dordogne pour y faire une plantation. Et est-ce que toute cette période de guerre vous a laissé des séquelles ou sur votre santé? Est-ce que vous en avez souffert? Mais j'ai pas tellement, comparé à certains camarades, j'ai pas tellement souffert parce que je sais pas qui c'est qui a dit, quand je m'observe, je me désole, mais quand je me compare, je me rassure. Alors, voyant des copains plus handicapés que moi, je me rassurais. Parce qu'il y a eu les blessés du maquis. Il y a eu Léo Méras qui avait 3 doigts coupés à une main, 2 doigts à l'autre. Martin qui avait l'os de l'avant-bras qui lui manquait. Et puis d'autres qui... Et puis ceux qui sont morts en déportation. Un qui faisait partie à Lac du commando d'Erbruck, le pire de tous, il est mort d'épuisement. Un camarade périgourdin aussi, originaire de Ribérac, qui est mort de tuberculose, la veille de la libération. Et je reviens un petit peu sur le camp de Durestal. Vous avez parlé de Jacques Branson tout à l'heure. Oui. Quelle fonction avait-il dans la résistance et à Durestal en particulier? Alors, Branson, c'était le second de Mireille, avec le grade de lieutenant, un grade fantaisiste probablement, parce qu'il n'était pas militaire. Mais en fait, c'était le lieutenant Branson. Alors, on avait aussi comme lieutenant Roland Clé, qui, lui, n'a pas été arrêté et a formé après le groupe Roland, et qui a commandé comme commandant sur le front atlantique. Branson était en permanence au camp à Durestal? Oui, en permanence toujours. On avait aussi un officier yougoslave qui s'appelait Savo Ljubojević, qui était un officier de la garde royale du roi Yougoslavie. Alors,
arrêté par les Allemands, il s'est évadé d'Allemagne, il a regagné la France et il a pris le maquis. Alors on l'avait aussi comme officier. Vous avez beaucoup côtoyé Jacques Branson? Comment? Est-ce que vous avez beaucoup côtoyé Jacques Branson? Oh oui, presque tous les jours quand j'étais à Durestal. Et vous savez ce qu'il est devenu? Oh, mais ils sont morts tous, Mireille et Bramson, ils sont morts. D'ailleurs, bon, moi j'ai 86 ans, mais eux avaient 10 ou 15 ans de plus que moi, alors rien que ça. Au sujet de l'armement à Durestal et au maquis en général, est-ce que vous étiez bien armé? Eh bien, c'est-à-dire quand on a formé le groupe Front, on était tous armés, on avait 7 fusils mitrailleurs, des mousquetons et des fusils allemands, Moser, et des mitraillettes Sten. Et des revolvers et pistolets. On était bien armés, oui. Mais le groupe seulement, le groupe Front. Tous ceux qui sont partis après avec Roland, il a fallu qu'ils s'arment plus longtemps après. Vous faisiez partie de ce corps franc? Oui, c'est le fameux corps franc qui a été arrêté. 40 hommes. Et vous connaissiez la provenance de ces armes? Elles avaient été parachutées? C'est-à-dire, on a reçu des armes de parachutage, et puis des armes dont on ignorait la provenance, surtout les fusils Moser allemands, qui étaient probablement des fusils ramenés par des poilus de la guerre de 14 et qui avaient été donnés au maquis comme ça. Mais enfin, les armes étaient un peu disparates, ce qui fait que les munitions de l'une ne pouvaient pas aller dans l'autre. C'est ça qui... Monsieur Collin, merci pour votre témoignage. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.